Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent début de semaine. Alors cette semaine, je ne vais pas vous parler de théories sorties de nulle part, ni de rumeurs anonymes recyclées sur des forums obscurs, mais bel et bien, vous allez le voir, de faits précis, documentés, datés, issus soit de sources officielles, soit d'archives parfaitement identifiables et qui partagent un point commun particulièrement troublant. À chaque fois, l'information s'interrompt, se dilue ou disparaît au moment même où elle devrait logiquement être approfondie, laissant derrière elle un silence difficile à ignorer. Aujourd'hui, on va voir une station radio héritée de la guerre froide, que l'on disait obsolète depuis des décennies, et qui soudainement s'emballe, multiplie les transmissions et diffuse des signaux jamais entendus auparavant. Comme si un système ancien, enfoui sous des couches de doctrines et de secrets, venait d'entrer dans une phase anormale. Ensuite, on va voir un continent entier, l'Antarctique, dont certaines informations géographiques existaient noir sur blanc avant de s'évaporer du récit grand public, juste après la signature d'un traité international majeur, transformant une terre encore largement inconnue en territoire juridiquement verrouillé, surveillé, filtré. Et enfin, on va voir une découverte géologique récente sous le triangle des Bermudes, zone que l'on a passé des décennies à ridiculiser, à neutraliser, à reléguer au rang de mythe et qui révèle aujourd'hui l'existence d'une structure profonde, massive, unique, que les modèles classiques n'avaient tout simplement pas prévue. Comme si le sol lui-même venait rappeler que le mystère n'était peut-être pas une invention, mais un problème que l'on a préféré refermer trop vite. Vous l'avez compris, 3 actus, 3 contextes différents, 3 époques même, mais une même impression persistante. Celle d'un monde où certains systèmes continuent de parler, où d'autres ont été volontairement réduits au silence, et où l'accès à l'information semble se refermer précisément au moment où elle devient réellement intéressante. Alors, installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant les amis. On rentre directement dans notre actu numéro 1. UVB 76, la Doomsday Radio s'emballe en décembre 2025. Il existe des sons qui ne sont pas faits pour informer, ni pour communiquer, ni même pour être compris. Vous allez comprendre. Des sons dont la seule fonction est de signaler qu'un système est toujours là, toujours alimenté, toujours prêt, même lorsque tout le reste a disparu. En effet, depuis le milieu des années 1970, en pleine guerre froide, une station radio russe émet sans interruption sur une fréquence bien précise, 4625 kHz. Elle ne diffuse aucun programme, n'annonce rien, ne s'adresse à personne. La plupart du temps, elle se contente d'un bourdonnement mécanique, régulier, presque clinique, comparable à un électrocardiogramme sonore. Un battement artificiel, le signe minimal qu'un dispositif stratégique est toujours sous tension. Cette station porte un nom technique, UVB 76. Ceux qui l'écoutent depuis des décennies l'appellent The Buzzer. D'autres, depuis longtemps, parlent de Doomsday Radio ou Radio de l'Apocalypse. Pas par goût du sensationnel, mais parce que son existence pose une question simple et dérangeante. Pourquoi maintenir pendant plus de 50 ans un signal aussi archaïque, aussi coûteux, aussi inutile en apparence, si ce n'est parce qu'il remplit une fonction critique qui ne doit jamais s'interrompre? La question est légitime. Car, que ce soit clair, dans les systèmes militaires, rien ne survit par nostalgie. Ce qui a traversé l'effondrement de l'URSS, les changements de doctrine, les révolutions technologiques et l'obsolescence des ondes courtes n'existe pas par accident, que ce soit clair. Alors il faut savoir qu'à de rares moments, le bourdonnement s'interrompt. Une voix surgit, froide, dépersonnalisée. Elle énonce des suites de chiffres, de lettres, parfois des mots sans signification apparente. Des number stations conçus pour être compris uniquement par ceux qui possèdent la clé. Historiquement, ces messages sont rares, espacés, presque furtifs. Une station
qui parle trop, forcément, trahit son importance. Mais voilà que mi-décembre 2025, ce rythme vole en éclats. En l'espace de quelques jours, 15 messages codés distincts sont enregistrés sur la fréquence. 15. Là où l'on en comptait parfois un tous les 2 mois, là maintenant on en a 15, rendez-vous compte. Les mots transmis intriguent immédiatement. Pepper, checker, pabodol, spinobase, frigoria, opalni, snopovi. Des termes absurdes en surface, mais dont la structure, la répétition et la syntaxe indiquent clairement qu'ils ne sont ni improvisés, ni anodins. Et puis voilà que le 12 décembre, la station franchit un seuil jamais observé depuis qu'elle est surveillée. Le bourdonnement a cessé. À la place, on a entendu une musique faible, presque fantomatique, comme un résidu sonore venu de notre temps. Puis tout à coup, de longues rafales de code morse, bien plus étendues que tout ce qui avait été enregistré jusque-là depuis la création de cette station. Des minutes entières de signaux insistants, continus, pressants. Les radioamateurs et analystes indépendants sont formels. UVB 76 ne s'était jamais comporté ainsi. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo, je vous la remets en barre de description. C'est à ce moment précis, forcément, que les médias occidentaux s'emparent de cette information et que le terme « Doomsday Radio » quitte les marges pour devenir mainstream. Daily Mail, The Express, Time of India utilisent tous la même expression. Dans un contexte géopolitique explosif, tension extrême entre la Russie et l'OTAN, discours de guerre décomplexé et retour assumé de la rhétorique nucléaire. Voilà comment ils traitent le sujet. Et c'est alors qu'un nom refait surface. Un système que Moscou n'a jamais réellement nié. Perimeter, surnommé en Occident Dead Hand. Il faut savoir qu'il s'agit d'un dispositif automatisé conçu pour garantir une riposte nucléaire, même en cas d'anéantissement total de la chaîne de commandement humaine. Un système pensé non pas pour dissuader, mais pour fonctionner après la fin, lorsque plus aucune décision humaine n'est possible. Déjà, ça c'est très étrange. Officiellement, bien sûr, aucun lien n'existe entre UVB 76 et Perimeter. Officiellement, cette radio n'est qu'une curiosité héritée de la guerre froide, bien sûr. Mais pour ceux qui refusent de croire aux coïncidences répétées, la vraie question n'est dorénavant pas de savoir si UVB 76 annonce l'apocalypse, ni même si les messages sont immédiatement compréhensibles, ni même si c'est lié à Perimeter. La question est beaucoup plus troublante. Pourquoi une station conçue pour ne jamais s'arrêter, pour survivre à un effondrement total, se met soudainement à parler autant, à varier ses signaux et à adopter des comportements jamais observés auparavant. Alors que le conflit, en plus, russo-ukrainien, ça fait maintenant un moment. Est-ce que c'est un simple exercice ? Une reconfiguration interne ? Un ajustement face à un événement extérieur ? Ou est-ce que peut-être ce serait le signe que quelque chose, quelque part, dans l'architecture stratégique mondiale, est en train de changer ? Au même moment, où d'autres anomalies apparaissent dans le ciel, dans l'espace et dans les archives que l'on croyait définitivement refermées. La question est légitime. Bien sûr, on ne peut pas l'affirmer, mais ce que l'on peut dire, c'est que ce genre de système ne s'agite clairement jamais sans raison. Et ça faut que ce soit clair. Vraiment, allez voir la vidéo, si ça vous parle pas trop, vous aurez plus d'informations. Et ce n'est pas la seule chose en plus, vous allez voir, qu'on nous dissimule depuis des années. Et on passe tout de suite à notre actu numéro 2. Antarctique, le dôme de 1958 et le verrouillage de 1959. Alors la deuxième information de cette semaine ne repose ni sur une transmission radio mystérieuse, ni sur une rumeur contemporaine qu'on pourrait expliquer, débattre, mais bel et bien sur une archive parfaitement traçable, parfaitement officielle, et c'est justement pour cette raison qu'elle est beaucoup plus dérangeante. La réapparition d'une édition de 1958 de l'Encyclopædia Americana, un ouvrage de référence largement diffusé dans le monde académique et éducatif de l'époque. Alors, sur cette chaîne, vous le savez, il existe sur cette planète un endroit qui ne fonctionne pas comme les autres. Un territoire entier placé sous un régime d'exception avant même que l'humanité ne l'ait réellement exploré. Un continent verrouillé juridiquement, militairement et informationnellement. Non pas après un drame, mais par anticipation, vous allez comprendre. Cet endroit, c'est bien sûr l'Antarctique. L'Antarctique n'est pas seulement un désert de glace inhabité comme on veut nous le faire croire. C'est le seul continent
au monde sur lequel aucun État ne peut officiellement revendiquer de souveraineté. Le seul espace terrestre où les règles habituelles cessent de s'appliquer, remplacé par un traité international signé en 1959 en pleine guerre froide, puis entré en vigueur en 1961. Un traité qui, sur le papier, parle de paix, de science et de coopération, mais qui, dans les faits, instaure surtout une chose, un contrôle absolu de l'accès, des données et du récit. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un détail longtemps ignoré refait surface ces derniers jours. Oui, un détail qui ne provient ni d'un forum obscur, ni d'une rumeur marginale, ni d'un document douteux, mais bel et bien d'une source autrement plus gênante pour le narratif officiel, puisqu'elle appartient au cœur même du savoir institutionnel. Une encyclopédie grand public, publiée en 1958, soit un an avant la signature du fameux traité de l'Antarctique. Dans cette Encyclopédie Americana de 1958, à l'entrée consacrée à l'Antarctique, apparaît une mention précise, presque désarmante par sa neutralité, évoquant l'existence d'un dôme, culminant à environ 13 000 pieds, soit près de 4 km d'altitude, présenté comme une caractéristique majeure du continent austral, intégré au texte sans emphase, sans mise en garde, sans note explicative, comme une évidence géographique parmi d'autres. Eh oui, à l'époque, cette information ne choque personne. Et pour cause, l'Antarctique est alors largement méconnu, imparfaitement cartographié, exploré par fragments, et les encyclopédies se contentent de compiler ce que rapportent les expéditions scientifiques, militaires ou stratégiques, dans un monde où certaines données circulent encore librement. Bah oui, mais ça c'était avant. Ce qui est réellement troublant, ce n'est donc pas ce qui est écrit en 1958, mais c'est surtout ce qui s'est passé par la suite. Car cette mention de ce dôme ne sera jamais débattue, jamais réfutée publiquement, jamais corrigée de manière transparente. Elle disparaît silencieusement, progressivement, comme absorbée par une réécriture implicite du récit. À partir de 1959, l'Antarctique bascule dans un statut totalement inédit dans l'histoire moderne. Rendez-vous compte, accès restreint, survol réglementé, cartographie contrôlée, données centralisées, présence humaine soumise à autorisation internationale complexe. Un continent entier devient une zone sous cloche, soustraite au regard libre du public mondial dans l'indifférence générale. Officiellement, aujourd'hui, ce dôme est identifié comme dôme Argus, le point culminant de la calotte glaciaire antarctique. Une structure présentée comme purement géologique, issue de l'accumulation de glace sur des millions d'années. Et cette explication est censée clore toute interrogation, comme si nommer une chose suffisait à épuiser le sujet. On est d'accord ? Ça, c'est typique des narratifs officiels. On donne un nom quelconque et c'est plié comme si le fait d'avoir trouvé un nom aussi capillotracté soit-il, un nom de derrière les fagots, suffisait à ne pas avoir à expliquer. Oui, mais vous savez bien, c'est donc ça. Mais en plus, ici, ils ont utilisé une autre ficelle pour bien enterrer le sujet. L'amalgame volontairement entretenu entre en jeu, et ça aussi. Ça, c'est récurrent comme méthode. Dès que l'on évoque un mur de glace, un dôme, au-delà des territoires, au-delà de la calotte antarctique, le narratif officiel se débrouille immédiatement pour associer ces questions à la théorie, vous l'avez vu arriver, de la fameuse Terre plate, afin de rendre toute réflexion instantanément ridicule, disqualifiée et donc indigne d'être explorée. Or, parler d'un mur de glace, et je veux que ce soit très clair dans l'esprit de chacun, ne signifie absolument pas valider la théorie de la Terre plate. Parce qu'il existe d'autres hypothèses, beaucoup plus troublantes et infiniment moins caricaturales, notamment l'hypothèse selon laquelle la Terre pourrait être plus vaste que ce que notre cartographie actuelle nous montre. Et que la calotte antarctique pourrait constituer non pas une frontière symbolique, mais une limite physique derrière laquelle existerait un statu quo géographique, peut-être d'autres territoires, d'autres écosystèmes, voire même d'autres civilisations isolées. Ce ne sont pas des affirmations, mais des questions légitimes, me semble-t-il, que le simple réflexe d'amalgame empêche systématiquement d'explorer. Bah oui. Et ce verrouillage intellectuel est d'autant plus troublant que depuis
plusieurs années, les anomalies s'accumulent. Les subglaciaires géants isolés depuis des millions d'années, les polynies colossales qui apparaissent en plein hiver austral sans explication pleinement satisfaisante, les anomalies magnétiques récurrentes, les restrictions GPS et aériennes ponctuelles rarement commentées, et surtout une opacité persistante sur certaines données satellitaires. Et à cela s'ajoutent les récits plus anciens, soigneusement relégués hors du champ du discours officiel, à commencer par ceux de l'amiral Richard Byrd, figure centrale de l'exploration polaire américaine qui évoque, après ses expéditions des années 1940, des territoires situés au-delà du pôle, au-delà de la barrière de glace, des zones non cartographiées dont les descriptions ne cadrent pas avec la représentation standard du continent. Et des représentations qui seront par la suite minimisées, réinterprétées ou tout simplement évacuées. J'ai fait une vidéo aussi avec les interviews de l'amiral Byrd, je vous les mets aussi en lien en barre de description. Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait être relativisé. Mais clairement mis bout à bout, il dessine un schéma cohérent et profondément dérangeant. L'Antarctique n'est pas traité comme un territoire hostile, mais comme un territoire sensible, porteur d'enjeux que le grand public n'est pas censé interroger. Et c'est la seule raison pourquoi tous ces secrets. La véritable question n'est donc plus seulement de savoir ce qu'il y a sous la glace, même si quand même ça nous intéresse, mais surtout d'admettre qu'il existe peut-être quelque chose au-delà de la glace. Quelque chose qui justifie depuis plus de 60 ans un contrôle aussi strict, aussi durable et aussi silencieux. Il serait peut-être temps de se demander pourquoi, avant même que l'exploration libre ne soit possible, il a été décidé que le monde n'aurait pas le droit d'y regarder sans filtre. Et aujourd'hui, on en a la preuve avec cette réapparition de cette ancienne encyclopédie. Et c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, notre info suivante nous le montre bien. C'est notre actu numéro 3, le triangle des Bermudes, le dossier qu'on a volontairement tué. Là aussi, encore une fois, pendant des années, on a expliqué au grand public que le triangle des Bermudes n'était qu'une construction médiatique, un fantasme né de récits exagérés, erreurs de navigation et d'un goût humain bien connu pour le sensationnel. Encore une fois, la phrase bateau circulait, il n'y a rien à voir. Le message était simple, confortable, définitif. Il n'y a jamais eu de mystère dans le triangle des Bermudes. Sauf qu'encore une fois, cette version officielle ne tient que si l'on accepte d'ignorer ce qui a réellement été rapporté, documenté, enregistré, parfois même reconnu, avant d'être classé, refermé ou discrètement enterré. Pareil, j'ai déjà fait des vidéos en lien en barre de description. Car le triangle des Bermudes n'est pas devenu célèbre à cause de rumeurs, mais bel et bien à cause de disparitions parfaitement réelles, souvent brutales, souvent sans débris, souvent sans appel de détresse. Rappelez-vous, j'en avais parlé, en décembre 1945, pour ne citer que cet exemple-là, le Flight 19, 5 avions militaires américains en exercice de routine, disparaît purement et simplement au-dessus de la zone. Des pilotes expérimentés, des communications radio encore actives, des messages signalant que les boussoles ne fonctionnent plus, que la mer n'a plus l'aspect habituel, que les repères ont disparu. Aucun avion de toute cette flotte ne sera jamais retrouvé. Pire encore, l'hydravion envoyé pour tenter de secourir la flotte disparaît aussi à son tour. Et on a encore cet exemple-là, en 1948, c'est le Douglas DC-3, reliant Porto Rico à Miami, qui s'évanouit sans le moindre signal de détresse, avec 32 personnes à bord. Conditions météo normales, aucune trace, aucun débris. Et pourtant, il a disparu. Et encore en 1963, le cargo marine Sulphur Queen, long de plus de 150 mètres, qui disparaît avec ses 39 membres d'équipage. Là encore, pas de naufrage observé, pas de corps, pas d'explication convaincante. Et dites-vous, je vous sers ces exemples parce que c'est les mieux répertoriés. Mais la liste continue. Navires modernes, avions civils, bateaux militaires, tous engloutis dans une zone pourtant parmi les plus surveillées de l'Atlantique Nord. Pendant un temps, ces affaires ont inquiété. Puis très vite, le récit, vous vous en doutez, a changé. Les autorités maritimes et militaires ont commencé à expliquer que les chiffres étaient exagérés, que les statistiques n'étaient pas anormales tant que ça, que le Gulf Stream pouvait disperser les épaves, que les erreurs humaines suffisaient à tout comprendre, et j'en passe et des meilleurs. Le message n'était clairement plus « nous enquêtons », mais il n'y a absolument rien à enquêter. Et ça, avec toutes les disparitions qu'il y a, c'était quand même dingue. Et c'est précisément à ce moment-là que le triangle des Bermudes a commencé à être ridiculisé, classé, dissous dans le folklore et considéré comme conspiration. Et puis arrive
2025. Pas comme une simple mise à jour scientifique, pas comme une nuance de plus dans un modèle déjà bancal, mais bel et bien comme une découverte qu'il devient aujourd'hui impossible d'ignorer parce qu'elle ne relève plus du tout de l'interprétation, mais de la structure même de la planète. Et oui, ce que les chercheurs viennent de mettre en évidence cette semaine est sidérant, les amis. Sous le triangle des Bermudes repose une formation profonde, massive, unique, une couche enfouie qui n'entre dans aucun cadre classique. Une architecture interne que les modèles officiels n'avaient tout simplement jamais anticipée. Voilà la révélation de cette fin de 2025. Autrement dit, pendant que l'on répétait depuis des décennies que le mystère n'existait pas, le sol sur lequel le mystère reposait était déjà différent, porteur d'une singularité réelle, ancienne, durable, que personne n'avait intérêt à regarder de trop près et aujourd'hui on en a la preuve. Et cette découverte ne remet pas en cause un détail secondaire. Non, comprenez, elle fracture le récit dans son ensemble. Car si cette zone repose sur une structure anormale, comme ils viennent de le découvrir, héritée d'un passé très ancien de la Terre, comme ils viennent de le dire, alors une question dérangeante refait surface avec une violence nouvelle. Et si le triangle des Bermudes n'avait jamais été un mythe, mais un endroit où quelque chose de fondamentalement différent existe depuis bien longtemps? Et cette fois-ci, pas forcément au sens où on l'a caricaturé, mais au sens le plus inquiétant qui soit, celui d'un territoire dont les propriétés profondes échappent encore largement à notre compréhension. Parce que c'est ça que les scientifiques ne peuvent plus nier aujourd'hui. Dès lors, les hypothèses que l'on s'est empressé de ridiculiser reprennent une autre épaisseur. L'idée qu'il puisse exister, sous certaines zones océaniques, des structures anciennes, des vestiges géologiques hors normes, voire les traces d'activités ou de civilisations antérieures, aujourd'hui englouties, n'est plus une lubie de forum à partir d'aujourd'hui, mais bel et bien une piste que la science n'a jamais sérieusement explorée. Peut-être parce qu'elle ouvrait des dossiers bien trop vastes et que du coup, ils ne pouvaient plus contrôler le narratif officiel. Car admettre ce qu'ils sont en train d'admettre, c'est reconnaître que certaines régions de la planète n'ont jamais été totalement maîtrisées, ni comprises, ni pleinement cartographiées, n'en déplaise à mes haters. Parce que ça, aujourd'hui, ils reconnaissent que les disparitions inexpliquées ne relevaient peut-être pas toutes de simples erreurs humaines. C'est surtout admettre que l'humanité ne contrôle pas aussi bien son environnement qu'elle aime le prétendre. Voilà ce que nous amène à penser cette découverte. Et c'est précisément pour cela que le triangle des Bermudes a été vidé de sa substance à l'époque, transformé en caricature, en blague commode, en repoussoir intellectuel. Non pas parce qu'il ne se passait rien, mais parce que ce qui pouvait s'y passer posait bien trop de questions. Aujourd'hui, avec cette découverte de dingue, une de plus, on est clairement dans les révélations. Le dossier ne peut plus être tenu à distance. Ce n'est plus une affaire de récit, ce n'est plus une affaire de croyance, c'est une affaire de terrain, de matière, de profondeur, d'inexplicable, de mystère. Et ce que cela suggère est vertigineux. Le triangle des Bermudes n'est peut-être pas une anomalie inventée par l'imaginaire humain et autres complotistes, mais l'un des rares endroits où l'on a touché, sans le comprendre, à quelque chose que l'on a préféré nous faire oublier. On nous a dit, il n'y a rien à voir, circuler comme d'habitude. Il y a quelque chose de profondément révélateur lorsque l'on prend enfin du recul et que l'on cesse de regarder ces événements comme des anomalies isolées. Et ça, même le pire de mes détracteurs ne pourra pas le nier. Car les zones les plus troublantes de notre époque ne sont pas seulement celles où des signaux deviennent étranges, où des structures apparaissent sous l'océan, où des archives ressurgissent après avoir été publiées. Ce sont surtout celles où depuis longtemps déjà, on nous a appris à ne plus regarder directement. Parce que c'est là qu'on voit comment on a été manipulé, comment ils sont arrivés à nous faire ne pas nous poser des questions. Bien avant les sondes, les capteurs, les satellites et les systèmes automatisés, il a existé un précédent fondamental, celui d'un territoire bien réel, immense, physique, placé sous contrôle, non pas après une catastrophe, mais par choix politique et stratégique, comme si l'humanité avait accepté l'idée qu'il existait des endroits qu'il valait mieux ne plus interroger librement. Et ça, rien que ça,
C'est dingue qu'on en soit, nous humains, arrivés à ça. L'Antarctique n'est pas qu'un désert de glace. Il est le premier espace moderne où l'on a collectivement admis qu'une partie du réel pouvait être soustraite à l'exploration ouverte, à la curiosité non filtrée, au regard du public. Et de quel droit ? À partir de là, à partir de ce moment précis, quelque chose a basculé. Lorsque l'accès direct devient impossible, lorsque les territoires sont verrouillés, lorsque la cartographie est contrôlée, la réalité ne disparaît pas. Elle devient juste médiée, traduite en données, en rapports, en communiqués, puis bien évidemment en récit officiel. On ne regarde plus par soi-même, on regarde à travers des systèmes autorisés à voir à notre place, à interpréter à notre place, à décider de ce qui mérite d'être su et de ce qui ne l'est pas. Et c'est précisément pour cela que ces découvertes récentes dérangent autant. Parce que moi, ça me permet de confirmer que 2025, c'est le temps des on est bien dans un temps de révélation. Parce qu'en 2025, pendant qu'on expliquait depuis des décennies que certains mystères étaient des mythes, le terrain lui-même se révèle anormal et ils ne peuvent plus rien nier. Sous le triangle des Bermudes, une structure massive unique que les modèles classiques n'avaient pas prévue. En Antarctique, des archives, je le répète, qui montrent que certaines informations pouvaient être écrites librement avant le traité, puis disparaître après, dans l'indifférence générale, sans question. Autrement dit, pendant que l'on fermait le débat, la réalité, elle, ne s'est jamais normalisée. Le problème aujourd'hui n'est donc pas de savoir si une machine a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, ni de chercher une explication spectaculaire unique. Le problème est plus profond aujourd'hui. C'est qu'on est en train de se rendre compte de manière significative qu'il existe un schéma dans lequel certaines zones du monde deviennent sensibles par principe, que certaines questions deviennent illégitimes par avance et que certaines hypothèses sont disqualifiées, non pas parce qu'elles sont fausses, mais bel et bien parce qu'elles dérangent, qu'on nous empêche de penser, qu'on nous empêche de trouver, qu'on nous empêche de chercher. C'est pour cette raison, les amis, que la posture conspirationniste, lorsqu'elle est débarrassée de ces caricatures, n'est pas une croyance aveugle, mais une hygiène intellectuelle, n'en déplaise aux trolls. Elle ne consiste pas à affirmer une vérité absolue, mais à refuser l'idée que le silence serait toujours innocent et à rappeler que l'histoire montre une chose très simple. Les vérités les plus dérangeantes ne sont pas celles que l'on invente, mais celles que l'on met soigneusement de côté jusqu'à ce que plus personne ne pense à les chercher. Et c'est toujours comme ça qu'ils ont procédé. Et aujourd'hui, on en a de plus en plus souvent la preuve. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement une affaire de secret ou de mystère, mais un contrôle du champ mental collectif qui devient de plus en plus difficile à nier. On ne se contente plus de nier ou de démentir. Ils ont décidé de ce qui mérite d'être vu, de n'être plus vu, d'être discuté, d'être questionné, jusqu'à transformer des réalités pourtant documentées en angles morts mentaux, relégués hors débat, hors de la mémoire, hors du réel partagé. Et le problème, c'est que dans un monde où l'intelligence artificielle, les filtres algorithmiques et la médiation totale de l'information devient la norme, cette mécanique ne va pas disparaître. Elle va s'amplifier. On le voit déjà. Maintenant, ils crient à l'intelligence artificielle et au fake à tout bout de champ. C'est précisément pour cela que cette chaîne existe d'ailleurs, et c'est pour cela que l'espace commentaire de ma chaîne est devenu un véritable lieu d'utilité publique, parce que plus le regard est partagé, plus il devient difficile à verrouiller. Et ça, gardez-le en tête. Voilà les amis, encore 3 actus qui, mises bout à bout, en disent beaucoup plus long qu'il n'y paraît. Vous le savez que ma chaîne, c'est compliqué, mais comme je viens de le prouver, elle est d'utilité publique. Et pour soutenir ce travail, le meilleur moyen reste le plus simple. Likez, commentez, partagez, boostez et bien évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que plus on est nombreux à regarder autrement, plus il devient difficile d'imposer un angle de vue unique. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. Il faut que vous sachiez que là, on rentre dans une période de fête. J'essaierai de ne pas manquer à aucun de nos rendez-vous, mais par contre, attendez-vous à ce que mes vidéos soient un peu plus courtes, parce qu'effectivement, je vais avoir un petit peu moins de temps pour bien creuser mes sujets. Mais par contre, je vous prépare une rentrée 2026 à tout casser. Voilà les amis, en attendant que l'on se retrouve dimanche prochain pour notre dossier du dimanche, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.